Salut. Avant qu'on parle du Dynamite de cette semaine, je tenais à te dire que à côté de mes reviews de catch et de mon compte TikTok et tout ça, je suis auteur de jeux de rôle et j'ai mon jeu de rôle qui est sorti, un jeu de rôle spécial de Noël. Si jamais ça t'intéresse, si tu veux faire plaisir à ton MJ, n'hésite pas à aller voir en description. C'est en téléchargement sur Etsy et t'as moins 25% avec le code JYDRE. J-Y-D-R-E, tout en majuscule. T'as moins 25% sur le jeu de rôle de Noël. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse, si jamais tu as un MJ, si jamais tu connais des gens qui font du jeu de rôle, tu veux leur faire des cadeaux, tu veux les intéresser, enfin voilà, ça parle de Noël, tout est sur Noël, il y a le système de jeu, il y a tout qui est complet. Si ça t'intéresse, je te laisse aller voir ça. Nous, on va partir sur cette semaine à Dynamite. Évidemment, le show commence par un clip récapitulatif pour toutes les feuds qui vont se dérouler à Full Gear, donc ce que je vous parle un peu toutes les semaines. Je ne sais pas si je parlerai de Full Gear, parce qu'on va être honnête, si vous faites partie des 50 personnes qui regardaient cette vidéo, déjà je vous remercie, mais vous avez sans doute regardé la vidéo de Sturi sur Full Gear, comme moi, donc ça ne sert peut-être pas à grand chose, ou alors peut-être vous êtes exactement comme moi et vous attendez que Full Gear passe ce lundi, auquel cas, on est dans la même team. Je vais pas vous l'apprendre, mais le clip est magnifique, il y a la musique, il y a tout ce qu'il faut, il y a un bon récapitulatif. Si jamais il est disponible sur YouTube, allez le regarder, il est super. Le premier match, c'est le genre de match parfait pour ouvrir un show parce que c'est du catch à 8, c'est du 4v4, donc il va y avoir beaucoup de choses, beaucoup d'actions et beaucoup de gros stars. Parce que d'un côté, on a les faces de, en gros, la plus grosse histoire de la mid-card, en gros, avec d'un côté Will Ospreay. Est-ce qu'on pourrait dire que Will Ospreay est de la mid-card ? Je veux dire, il n'y a aucun titre en jeu pour ce match. Il y a 2-3 titres en... Non, c'est... est-ce que c'est de la mid-card ? C'est de la upper mid-card, mais je suis même pas sûr que ça veut dire quelque chose. Donc d'un côté, nous avons Ricochet, Will Hobbs, Mark Davis et Will Ospreay. Et de l'autre côté, la Don Callis Family, représentée par Takeshita et Kyle Fletcher, ainsi que... je crois que c'est Murder Machine, il s'appelle, le duo entre Lance Archer et Brian Cage. Évidemment, c'est pour préparer Full Gear. C'est pour préparer le Will Ospreay contre Fletcher, c'est pour préparer le Ricochet Takeshita, c'est pour préparer tout ça. C'est les faces qui entrent sur le ring en premier, et dès que les heels arrivent, dès que la Don Callis Family se ramène avec leur musique qui est horrible, et ils se font sauter dessus par les faces. Ça commence évidemment par la grosse bagarre, on s'y attendait, entre tout le monde il y a beaucoup de bises, mais ils gardent pas beaucoup l'avantage à la bagarre, faut dire, ça finit très vite à revenir dans le ring avec un Takeshita contre Mark Davis qui est vraiment intéressant. C'est un face-off qu'on ne pensait pas voir, et ce qu'ils vont nous montrer tout au long du match, c'est vraiment très intéressant. De toute façon, sur le ring, il n'y a que des gens qui savent faire du catch, il n'y a que des gens très très forts, il n'y a pas vraiment de personne qui est vraiment en dessous en termes de in-ring, donc tout le match est intéressant, il y a beaucoup de face-off qui se font, il y a beaucoup d'enchaînements, il y a beaucoup d'affrontements d'1v1 qu'on veut voir, qu'on va voir, qu'on a vu, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent durant ce match, et c'est souvent l'avantage des équipes contre équipes. Will Hobbs, dès le début du match, il va se faire coincer la jambe entre les escaliers et le ring par Lance Archer, et Brian Cage va envoyer Will Ospreay contre l'escalier pour l'envoyer un peu se reposer sur le côté. Donc Will Hobbs, début du match, directement, il est emmené vers l'extérieur. Sachant qu'il est en plein retour, c'est son deuxième match depuis son retour, parce qu'il avait la jambe pétée. Quand je parlais des face-off qu'on aimerait voir, parmi eux, il y a Ricochet, Lance Archer. Ça fonctionne extrêmement bien, c'est le David contre Goliath qu'on veut voir, où le petit n'est pas non plus trop désavantagé et a quand même des offenses un minimum crédibles, ce qui nous annonce quelque chose de bien pour un très bon match qu'il y aura un peu plus tard. Malgré le monde, malgré les interventions, malgré les attaques, le match réussit à être extrêmement lisible, extrêmement clair. Il n'y a pas de moment brouillon, déjà parce que c'est un match en tag, c'est pas tout le monde contre tout le monde en bordel, donc forcément ça aide, mais même avec les interventions, même avec tout ça, vu que chacun ont des prises, vu que chacun prenne leur temps, vu que chacun a un personnage bien installé, le tout est extrêmement lisible et tu vois toujours qui a un peu l'avantage, qui a un peu le désavantage. Le désavantage, justement, il finit par être pour les faces. Mine de rien, c'est assez logique parce qu'en face, ils ont un clan. Eux, c'est un ramassis de personnes qui ont des ennemis communs. Et de l'autre côté, c'est un clan complet. Donc forcément, ils ont un peu le dessus. Et c'est Will Ospreay d'ailleurs qui prend la hit. Et ça semble être complètement fait exprès. Au final, le Takeshita Ricochet sera pas du tout mis en avant. Et sera pas du tout ça le point intéressant du match. Comme je disais, du coup, au moment où c'est Ospreay qui commence à prendre vraiment la hit, où tout le monde commence à s'acharner sur lui, qui est-ce qui revient en fanfare ? Will Hobbs, le boiteux. Je sais pas si c'est très respectueux de dire quelque chose comme ça. En tout cas, c'est Will Hobbs. Will Hobbs qui va revenir comme un héros, il va 1v4 pendant quelques secondes, il va quand même 1v4, il vient de revenir, donc forcément il a un bon momentum et il le vend bien. De toute façon, il a jamais fait des choses qui étaient vraiment terribles. En tant que champion TNT, on lui a pas donné grand chose, on lui a pas donné beaucoup de grains à moudre, mais je pense qu'avec une bonne histoire, il y a beaucoup de choses à faire. Je le verrais bien rejoindre le Earth Syndicate d'ailleurs.
D'ailleurs, j'ai dit Hurt Industry toute la semaine dernière et je m'en suis rendu compte l'autre jour en regardant pour être sûr qu'il n'y avait pas de soucis et je me suis rendu compte que j'avais dit n'importe quoi. En parlant de gens très bien vendus, Murder Machine, le nouveau duo de la Duncalis, est ultra bien vendu. Comme je l'ai dit, ils ont eu 2-3 défaites en solo, il y a des trucs qui sont pas tout le temps bien passés, mais par contre là, dans ce match-là, les deux ensemble sont vendus comme imbattables et il y a vraiment peu de gens qui les mettent en difficulté. Et ça, c'est très intéressant pour la suite, surtout quand ils vont commencer la compétition en tag. Un autre face-off qui était très intéressant pour moi, c'était Takeshita contre Mark Davis. Mark Davis, c'est pareil, on l'a vu en équipe à peu près partout, et en vérité, en solo, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. En tout cas, contre Takeshita, il y a moyen de faire un très joli match, comme tous les catcheurs, parce que c'est contre Takeshita, mais là, il y a quelque chose d'intéressant. Et Takeshita, il finit par tag Fletcher, avec qui il était tout le temps en équipe, qui a tourné, et là, c'est pareil, le public est très investi dans ce face-off-là. C'est quelque chose qui leur donne envie, et on voit qu'on va sûrement l'avoir un peu plus tard. J'ai quand même un peu peur de ce qu'ils vont faire de Mark Davis une fois ça fini. Est-ce qu'il va turn? Est-ce qu'il va avoir une vraie... Il va avoir vraiment quelque chose de solo? Est-ce qu'ils vont lui donner un autre catcheur pour être en équipe? C'est la question que je me pose. Peut-être qu'ils vont lui donner un catcheur un peu moins expérimenté, un peu moins connu pour qu'il y ait quelque chose. Ospreay n'hésite pas quand même à aller faire des trucs, à nous rappeler pourquoi c'est le meilleur, pourquoi il est très fort. J'ai appris qu'il y avait des haters de Ospreay, je ne comprends pas. Franchement, si vous êtes un hater de Ospreay, vous n'aimez peut-être pas tant le catch que ce que vous pensez. Ou en tout cas le catch originel, la lucha libre et tous ses descendants. C'est ma hot take du jour. Voilà, je la pose là, dès le début de la vidéo. N'hésite pas, si jamais t'es pas d'accord, dis-le moi, ça me fera plaisir, discutons. Fletcher devait prendre une Hidden Blade, évidemment de Willow, mais il a poussé Mark Davis sur le chemin, et c'est Mark Davis qui s'est chopé la Hidden Blade, dans le ventre, il me semble. Ospreay, lui, au lieu de s'inquiéter de Mark Davis, il a sauté sur son ennemi, il a continué à le poursuivre. Takeshita qui était dans le coin, il en a profité, il a fait un Tsei à Mark Davis, c'est son immense coup de genou, qui est toujours bien vendu, ça c'est pareil. Il a fait son Tsei et il a gagné le match. Victoire de la Duncalis Family. Il me semble qu'ils n'avaient pas beaucoup de victoires là-dedans et que le star power de Ospreay est quand même assez immense, donc ils avaient besoin de cette construction, besoin d'être re-remplis en tant que dangereux, en tant que groupe, et du coup ça rend très bien. Et je trouve ça intéressant que tous ceux qui soient dans la Duncalis Family soient extrêmement disparates, mais quand ils catchent en groupe, ça fonctionne toujours. Bien qu'ils ne fassent pas beaucoup de manœuvres d'équipe, à part Murder Machine qui en ont de plus en plus et qui pour moi a un bon avenir. Ensuite nous avons les Death Riders qui viennent parler du match de ce soir car le main event c'est Wheeler Yuta contre Orange Cassidy. Ils ont beaucoup d'histoires ensemble, je vous en reparlerai à ce moment-là. Moxley il est toujours aussi effrayant, il est toujours comme il faut, il est toujours un peu cryptique, il n'hésite pas à crier, il n'hésite pas à hausser le ton. Il y a même Claudio qui va finir par gueuler, par crier. J'ai trouvé ça un peu drôle parce qu'en vérité c'est le petit moment où il commence à gueuler et puis t'as Moxley qui est genre en mode il parle. C'est marrant aussi parce qu'on a directement la réponse de Darby Allin, parce que Darby aussi a un match ce soir contre Claudio. Il nous donne 2 petites phrases et il s'en va. Il a son sketch, il est dans un parking, on sait pas où il est. Il nous donne ces 2 phrases et toujours dans les coulisses, nous avons le Hurt Syndicate. Ils sont là, en sortie de limousine, ça arrive tranquille au match, vraiment. Enfin, techniquement, ils n'avaient pas encore de match à ce moment-là. Ils arrivent tranquillement et t'as René Paquette qui arrive avec son micro qui commence à parler MVP. MVP, il explique que Bobby Lashley sera en action ce soir. C'était pas prévu et ça ne prendra pas beaucoup de temps et vous verrez plus tard, enfin, on en parlera. Mais à ce moment-là, qui est-ce qui arrive dans le dos de Bobby pour l'attaquer avec une chaîne? C'est Swerve, qui lui met un coup de chaîne, qui rigole, qui tire la langue et qui se casse. Je me rends compte pendant que je vous fais la review qu'en fait on a eu un gros match et ensuite un gros tunnel d'histoire, un gros tunnel de promo, de moments hors ring. C'est une structure qui est assez spéciale, mais qui peut être assez intéressante. T'es accroché avec un gros match, avec beaucoup de gens, beaucoup de prises, beaucoup de grosses choses. Ensuite on t'explique toutes les histoires et ensuite on revient à du catch. C'est une méthode qu'ils font pas souvent mais qui est plutôt intéressante. Et donc pour aller encore dans ce sens-là, nous avons Adam Cole qui va venir nous parler. Adam Cole, baby, qui nous vient du coup directement sur le ring avec un micro pour sa story time. Évidemment, il vient nous parler de MJF. Il n'aura pas son combat contre MJF à Fulgir, c'est Roderick Strong qui lui a réussi ces 3 combats. Parce que Adam Cole, évidemment depuis qu'il revient, il y a ce truc chelou avec MJF où il y avait eu une grosse histoire qui s'était un peu mal finie. Et ensuite il s'est fait mal et du coup on l'a plus revu. Ceux qui l'avaient entraîné contre MJF sont restés et Roderick Strong et l'Undisputed Kingdom sont restés des heels, ce qui n'a pas donné grand chose et dès que Adam Cole est revenu, ils sont face. Et ça je ne le comprends toujours pas, j'en parle toutes les semaines, pourquoi est-ce qu'il est devenu face? Personne ne le sait. En tout cas, il est là pour nous dire que Roderick Strong va battre MJF, que Roderick Strong est fort, il est là pour nous vendre Roderick Strong et c'est vrai qu'il a eu quand même beaucoup de défaites durant son run de heel. Alors maintenant qu'il est face,
et bah on espère que ça se passera mieux pour lui parce qu'il est quand même très très bon sur le ring. Il y a quelqu'un qui vient aller le stopper et vient aller mettre peut-être un peu de sens à cette histoire. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce que moi qui, comme je vous l'ai dit, avait des réserves sur cette histoire, ce qui s'est passé là m'a quand même bien aidé à me réinvestir. Kyle Fletcher, qui était dans un groupe commun avec les deux il y a très longtemps, pas EW, se ramène. Il est venu les aider la dernière fois, mais sans poignée de main, sans discussion. Il les a aidés à pas se faire casser la gueule et il est parti. Donc Kyle Fletcher, il vient, il rappelle qu'ils ont une longue histoire en commun et il vient nous dire que Adam Cole a un problème avec MJF. Il lui dit que cette obsession est malsaine, qu'il est parti jusqu'à devenir le diable juste pour lui faire du mal et qu'il est en train de devenir fou. Déjà, ça c'est très intéressant parce que Adam Cole, il comprend pas du tout, il s'attendait pas du tout à ça et il comprend pas du tout ce qui se passe. Et ensuite, on a Kyle Fletcher qui nous survend MJF d'une manière incroyable. Il nous dit genre, vous pouvez pas affronter MJF, MJF il a 2 plans d'avance, MJF il est plus intelligent, il est malveillant, il est mauvais et il est super intelligent. Et réellement, rien que ça, tu vois, ça te rend MJF. Genre, ça lui redonne son statut un peu de star, hein, parce que mine de rien, AEW, il est tout en haut, tu vois. Il dit que l'affronter, c'est se mettre en danger, qu'être en feud contre lui, c'est se mettre devant des problèmes dont t'as pas besoin. Et ensuite, il dit que Adam Cole n'est pas aussi malveillant et mauvais que lui, et que c'est peut-être une bonne chose. Donc, c'est beau, c'est assez poétique. Et surtout, ça nous survend MJF, ça nous donne envie, en plus de voir ce match, même si personnellement j'avais déjà envie, et ça nous remet Kyle Fletcher dans une histoire intéressante, parce que pour l'instant il était surtout dans le fond de la conglomération à faire des têtes marrantes. Ensuite, nous avons Orange Cassidy qui vient répondre à la vidéo qui était il y a 2 segments, fait par les Death Riders. Donc du coup, par une autre vidéo interposée, parce que c'est les Lopez apparemment là, il dit simplement qu'il va battre Utah, et ensuite il va battre Moxley, et qu'il compte le faire seul, et il ne veut pas que ses amis interviennent. C'est là que tout le reste de la conglomération se ramène, et lui dit mais pourquoi est-ce que tu veux pas nous on va venir t'aider, s'il te saute dessus on sera tous là. Et Cassidy dit non, j'insiste, je ne veux pas que vous veniez m'aider, je ne veux pas que vous soyez à mes côtés, je veux me débrouiller seul. On comprend pas trop pourquoi il dit ça et on espère que ça prendra du sens plus tard. En tout cas, il les fait promettre et la conglomération promet de ne pas intervenir dans le match de ce soir. Ensuite, nous avons un combat, figurez-vous. C'est Chris Statlander en train de continuer à avoir un joli momentum pour pouvoir aller affronter Monet à Full Gear, qui ce soir va affronter Hikaru Shida. Ça c'est un truc qu'ils font assez souvent, j'ai l'impression que ces derniers temps, battre Hikaru Shida, c'est le chemin normal. Que tu sois aspirante au titre, que tu aies le titre, que tu viennes d'avoir le titre, tu peux battre Hikaru Shida. Je comprends pas pourquoi il l'utilise comme ça, alors qu'elle est quand même très très forte sur le ring. Match face contre face oblige, ça commence par une poignée de main qui nous annonce que ça va être un match dans les règles, ça va être qui est la plus forte à le catch. Et justement, en parlant de qui est la plus forte, ça commence par du chain wrestling très très beau. Elles nous montrent toutes les deux qu'elles ont de la technique. Statlander, elle est toujours très impressionnante quand elle fait preuve d'agilité. On s'attend pas avec un physique pareil qu'elle soit capable de faire des rondades, qu'elle soit capable de faire des choses comme ça. Et du coup, ça rend toujours très très bien et le public y réagit bien. Statlander, elle a réussi à avoir un beau momentum malgré son face turn. Là, va falloir trouver un mot contraire à organique. Tout le début du match et beaucoup le milieu et pas mal la fin, ça va être Statlander qui va avoir le dessus. On va avoir vraiment tout un match où Statlander va montrer qu'elle a le dessus en termes de physique, qu'elle a le dessus en force pure, en technique, enfin quasiment sur tous les plans. Dès que ça va commencer à tourner un tout petit peu à l'avantage de Shida, Statlander va trouver un moyen de reprendre le dessus. Il y aura une toute petite phase, vraiment toute petite phase de domination de Shida qui va en plus s'arrêter bien vite quand elle va hésiter à porter son katana, étant donné que la dernière fois ça ne lui a pas apporté la victoire. Ce que je ne comprends pas, parce que la plupart du temps quand il y a des catcheurs qui ont une technique et que ça apporte pas la victoire, bon bah ils en font 12. Et au bout d'un moment ça fonctionne. Là elle a hésité à la porter en se disant vu que je vais pas gagner avec ça, pourquoi ne pas le faire? C'est un match avec pas beaucoup de suspense, évidemment c'est Statlander qui va l'emporter, mais ça reste un très beau match et je suis content de l'avoir eu. Enfin, un match à Dynamite qui n'est pas une catcheuse très établie contre quelqu'un qui va se faire battre direct. Là, c'est 2 catcheuses établies, pas par leur momentum quand on parle de Shida, hein, c'est plus pour qui elle est, mais en tout cas, c'est des stars établies de AEW qui vont s'affronter à Dynamite. Ça fait plaisir. Mais évidemment, qui est-ce qui vient gâcher la fête? L'actuelle championne TBS, Mercedes Moné. Et évidemment, la maison de briques Camille qui l'accompagne toujours, même si maintenant elle a un bras pété. Je sais pas trop à quel moment ça arrivait, mais elle a un bras pété. Elle commence par faire son rôle de heel, évidemment, en jouant un peu avec le public, en faisant des références à du football américain, à du baseball, à du hockey. Je sais rien du tout. En tout cas, elle vient pour nous rappeler qu'elle a un règne qui est déjà plus long que celui qu'a eu Statlander sur la même ceinture. Parce que son règne, il était minuscule à Statlander. Le public est complètement
contre Mercedes Moné. Et je crois que c'est un peu ça le problème, on va s'en rendre compte surtout à la fin, c'est que le public aime beaucoup plus détester Mercedes Moné qu'il n'applaudit Statlander. Et du coup, ça fait qu'il y a un déséquilibre qui, encore une fois, nous enlève un peu du suspense du match. Mais ces deux femmes qui ont des capacités athlétiques et in-ring absolument incroyables. Mais ce n'est pas le sujet. Mercedes Moné, du coup, continue à faire un peu sa peste en se tournant vers sa garde du corps et en disant « Allez, vas-y, va leur casser la gueule ». Parce que Shida, pour une fois, elle est restée, et elle est même restée du côté de Statlander. Parce que ces deux faces, elles se sont affrontées dans les règles de l'art. Enfin voilà, tout a été cadré à partir de la poignée de main, et c'est pour ça qu'elle reste. C'est une construction qui est quand même très bien faite pour un tout petit segment. Du coup, bah évidemment Camille, elle essaye, elle monte sur le ring, elle a l'air un peu genre perdue, elle se fait bully très très vite, elle se fait éclater par les deux autres femmes et elle est sortie du ring. Il y a Shida qui la suit et du coup il ne reste plus que Statlander sur le ring. Mercedes Moné se rapproche discrètement de derrière pour faire un backstabber et c'est comme ça qu'elle a pris le dessus les dernières fois, toujours en arrivant par derrière, souvent avec des backstabbers. Sauf que cette fois, Statlander est au courant et l'a vu venir. Elle se fait contrer et c'est Statlander qui finira debout à la fin de ce match. Et comme je l'ai dit, à la fin quand elle soulève la ceinture, elle ne se fait pas beaucoup applaudir. Beaucoup moins que Moné s'est fait huer quand elle est arrivée. Ensuite, on a un tout petit segment où le Hurt Syndicate, ils ont pensé retrouver Swerve, mais en fait, il avait juste donné son manteau à quelqu'un d'autre. Bon, il le frappe quand même. Ensuite, nous avons une pub et juste après ça, le retour du Hurt Syndicate. Décidément, ils ont bien fait de signer là-bas quand même, hein. Ils sont quand même bien mis en avant. C'est cool, c'est cool. Moi, j'aime bien. Donc, du coup, Bobby Lashley, il avait bel et bien un match ce soir contre deux jobbers, cette fois-ci, attention, qui l'éclatent très très vite. C'est pas vraiment ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce qui se passe juste après, parce qu'il y a la musique de Swerve qui résonne. Et il se passe un petit moment sans que personne ne vienne. Il y a Prince Nana qui arrive, il me semble qu'il a une chaise, mais pas Swerve. Et du coup, tout le monde cherche Swerve, t'as Bobby Lashley qui sort, qui cherche Swerve. Swerve, il sort de dessous le ring, il refrappe Bobby Lashley et il s'en va. Il a encore une fois le dessus stratégiquement, il a encore une fois le dessus en termes de mind game. Nous avons la championne du monde Maria May qui vient nous rappeler qu'elle aura une célébration au champagne avec plus ou moins sa meuf Mina Shirakawa. C'est marrant parce que c'est une célébration au champagne qu'elle a tenté de faire dès qu'elle a eu la ceinture. Et en fait, la première fois ça n'a pas réussi, la deuxième fois elle aimait pas le public, la troisième fois elle s'est fait interrompue. Et à la fin elle a dit en fait j'arrive pas à le faire parce que j'ai pas Mina Shirakawa à côté de moi. Donc là, elle enfin, donc ils vont enfin pouvoir le faire à Full Gear, la célébration techniquement de remise de ceinture. Ça enchaîne sur un match qui va être vraiment excellent, un match entre Claudio et Darby Allin. Je vous avais dit la semaine dernière, on les a vus un tout petit peu s'affronter en dehors des rings et ça m'a donné envie d'en voir plus et on va en avoir plus tout de suite. C'est donc ici le fameux David contre Goliath, mais en plus intéressant, parce qu'on va retenir pas mal de choses de ce match. Déjà, on va retenir que les deux sont super ensemble, et qu'on veut voir plus de matchs, comme à peu près tous les adversaires qu'a affronté Claudio, parce que Claudio est génial, est un génie. Il va y avoir beaucoup de ces moments David contre Goliath, sauf qu'à la différence de la plupart des big guys, Claudio, il est très agile, il sait prendre des prises, il sait vendre des prises. Et du coup, ça va faire que tous les assauts de Darby Allin, que ce soit juste quand il le mord le crâne, ou quand il se fonce de toutes ses forces en dehors du ring pour les topper, j'adore quand il fait ça. Darby, pour moi, c'est l'un de ceux qui le fait le mieux, parce que vraiment, il se jette avec tout ce qu'il a, et dès qu'il va le faire, ça va être bien vendu par Claudio. Et Claudio va d'ailleurs avoir de quoi lui rendre un peu en agilité, et lui permettre de faire ses mouvements comme il le souhaite. Du coup, tout est fluide, et tout fonctionne très très bien. On va retenir d'autres choses de ce match, évidemment. Déjà, la superplex de Claudio qu'il a fait, mais vraiment tout en longueur, t'as l'impression que le gars est capable de ralentir le temps en l'air. Ça n'a aucun sens. Vraiment, je m'attendais pas à une alchimie pareille. J'avais hâte de voir le match, comme je l'ai dit, mais je m'attendais pas à ce que ça fonctionne à ce point-là. Pour moi, c'est quelque chose qu'on peut voir vraiment plusieurs fois. Moi, je veux des matchs retour vraiment de tous les côtés. Ça m'a surpris comme alchimie, en fait. Ça m'a surpris, alors que je suis un fan absolu des deux catcheurs. Hein. Et pourtant, c'est un truc, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Parce qu'il y a ce truc là où t'as vu Claudio aller super loin et porter toutes les prises du monde, et t'as vu Darby aller super loin et prendre toutes les prises du monde. Tu sais que Darby, il peut prendre à un point qui va mais au-delà des limites humaines, et que Claudio a une puissance qui va au-delà des limites humaines. Et t'as l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Le truc, c'est que petit à petit, il y en a un qui commence à prendre très cher, c'est Darby, et Claudio, lui, qui est toujours la machine à vapeur qu'il est, qui ne faiblit pas, qui continue à garder autant de force, et bien qu'il vende tous les assauts, ça reste lui qui a un dessus large. J'ai adoré le moment où il a placé Darby Allin sur une table. Du coup, tu te dis, il va le faire passer à travers la table des commentateurs. Il monte sur la table des commentateurs avec Darby dessus. Il se dit, ah, il va passer à travers. Il attrape Darby Allin, il le soulève. Sauf que là, il le surveille en gorilla press, donc il le soulève au-dessus de sa tête. Donc tu te dis, comment est-ce qu'il va faire pour le lâcher? Et il le jette sur la table qu'il y avait à côté. C'est un immense bump. Claudio il retourne sur le ring, il y a le compte à l'extérieur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il remonte, évidemment tout le monde s'y attendait, sauf que quand il remonte, il se fait directement attraper par une lariat, mon pote, ça le fusille,
Je pense que ça a saturé très fort dans le micro. Du coup, c'est évidemment une victoire pour Claudio, et c'est toujours intéressant, ça lui construit un peu de momentum peut-être pour le Continental Classic, où il a moyen de bien se placer. Nous retrouvons les private parties en backstage qui viennent nous parler de leur match à Full Gear, parce que c'est une émission de construction de Full Gear. Eux, ils sont en très grande difficulté parce que pour leur toute première défense de titre, ça va être contre 3 autres équipes dans un fatal 4-way. Et en plus, c'est pas n'importe quelle équipe. Mais eux restent en confiance, ils disent qu'ils peuvent y arriver, ils disent qu'ils ont déjà bien assez galéré comme ça et que c'est terminé, maintenant qu'ils ont les championnats, ils les gardent. Ensuite, ils se font plus ou moins couper, rejoindre par un gars et son fils. Je sais pas qui c'est, je crois que c'est un TikToker, je crois. En tout cas, c'est un ancien catcheur, donc pas un influenceur qui a fait des arnaques et filmé des cadavres. Donc c'est bien. Ensuite, nous avons encore un autre segment. Eh oui, on prépare Full Gear, que voulez-vous? Cette fois-ci, c'est MJF qui sort de sa grosse voiture de monsieur. Il se pose sur la voiture, comme ça il met sa jambe sur la voiture, là, comme tous les connards, et il dit que Roderick Strong est un gros cutéreux, en gros. Hein, je vous résume ça, Roderick Strong est un Trailer Park Boys. Afférence. Et ensuite, il ressort des dossiers un peu sales sur l'enfance de Roderick Strong, sur ses parents qui se seraient tirés dessus, enfin des vrais problèmes qui, je ne sais pas si c'est de la vraie vie, mais en tout cas, quand il en parle comme ça, sur le coup, t'es un peu, voilà, c'est un petit retour au réel qui fait un peu mal. Et le segment juste après, c'est Roderick Strong justement qui vient sur le ring avec un micro et René Paquette pour expliquer un peu ce qui vient de se passer. Pas René Paquette, Tony Schiavone, excusez-moi. Comment j'ai pu confondre les deux? Il explique déjà que ça fait un moment qu'il lui tourne autour, que ça fait un moment qu'il veut le battre. On se rappelle que Roderick Strong était contre MJF, même quand Adam Cole était du côté de MJF. Donc lui, ça fait vraiment longtemps qu'il veut mettre le grappin dessus. Il rappelle ensuite que cette histoire sur ses parents, effectivement, elle est vraie. Effectivement, il vient d'un milieu un peu moins aisé que les autres. Mais ça, tout le monde lui a dit, tout le monde lui a rappelé. Et c'est pas ça qui l'a empêché d'être là où il est aujourd'hui. Et c'est pas ça qui va l'empêcher de gagner. En gros, c'est ce qu'il dit. Il est parti de loin comparé à MJF qu'il traite de bébé capricieux, qui a eu beaucoup de choses directement. C'est une excellente promo où Roderick Strong nous montre que effectivement il sait faire beaucoup d'autres choses mis à part des backbreakers et crier des prénoms, qu'il peut être très intense, qu'il peut être très réel, et personnellement je trouve que ça a beaucoup fonctionné et ça nous a permis de nous impliquer encore un peu plus pour ce match qui arrive. De là à dire que c'est suffisant pour nous construire pour battre MJF, je suis pas sûr. Petit clip sur la semaine dernière, décidément on parle beaucoup de la semaine dernière, vous saviez que ma vidéo de la semaine dernière a fait 30 vues de moins que les autres. La semaine dernière nous avons le Jungle Boy Jack Perry qui avait été attaché à sa voiture par Garcia et son mentor. Il l'avait envoyé un peu balader à travers la ville, et là du coup c'est un plan où ils sont dans une cave, sur une chaise, éclairés par les phares. T'as Jack Perry qui est attaché et les deux autres qui lui tournent autour, qui lui crient dessus. J'ai beaucoup aimé cette séquence. Je l'ai trouvée très dure, je l'ai trouvée un peu froide, qu'elle avait beaucoup moins de couleurs, qu'elle avait beaucoup moins de mise en scène que les autres. Il y avait un truc vraiment un peu intimiste où juste il lui gueule dessus, il n'y a pas de lumière, on sait qui est-ce qui filme. Donc il y a vraiment quelque chose de très immersif qui, je trouve, fonctionne très bien pour cette histoire. T'as Daniel Garcia qui sort un pied de biche, tu te dis oula, il va le buter, c'est terminé. Et en fait il se retourne et il fait que péter les phares de la voiture du scapegoat. Donc ça fait un peu rire Jack Perry qui lui dit genre c'est tout, et on se dit un peu tous la même chose, où on s'est attendu à tout sauf à il se retourne et il pète un phare. Le gars c'est un collégien. Du coup bah ils s'en vont et il laisse Jack Perry tout seul attaché à une chaise. Qui va venir le chercher pour qu'il se batte à Full Gear? Ça je ne le sais pas. Ensuite nous avons une nouvelle séquence avec Chris Jericho, parce qu'il est champion Ring of Honor désormais et qu'il va affronter Tomohiro Ishii pour le championnat. Et donc là c'est une signature de contrat qui, j'ai trouvé un peu étrange, se fait backstage. J'ai pas l'impression que ce soit habituel, mais en fait ça va prendre du sens. Parce que bah, du coup la première personne à signer c'est Chris Jericho. Chris Jericho il le prend, il dit ouais je vais voir mes hommes légaux, on va vérifier le contrat, on va le checker, tout ça. Et il se casse avec le contrat. Et t'as Tomohiro Ishii qui le suit en marchant, genre vraiment Tomohiro Ishii c'est Jason. Il le suit en marchant, il est toujours juste derrière lui, il a aucune émotion, il a bien la tête dans les épaules, il le suit. Et il marche. Et c'est un peu marrant parce que vraiment t'as l'impression qu'ils ont fait tout le stade, qu'il l'a suivi dans tous les couloirs, qu'il l'a suivi partout. Vraiment Chris Jericho avec son sourire un peu débile, qui avance comme ça, et derrière lui t'as Tomohiro Ishii, le japonais énervé comme ça, qui le suit. Ça me saoule. Chris Jericho, dès qu'il a un match il m'énerve, dès que je vois des trucs de lui en dehors des matchs il m'énerve, et dès qu'il y a un segment de lui backstage il me fait rire. Je comprends pas comment il fait. Il fuit jusqu'à arriver dans le public, jusqu'à arriver sur le ring, et là sur le ring il a plus trop le choix, et il dit bah je veux bien le signer le contrat, d'accord, ok, je fais comme tu veux, mais par contre j'ai pas de stylo. Ici, Tomohiro, il sort un stylo de son slip, il s'en fout, et il lui donne le stylo, il avait tout prévu. Du coup bah il signe, et là évidemment maintenant qu'il y a une des deux signatures, bah ça commence à être un peu la merde pour Jericho, donc t'as tout le reste du Lording Tree qui se ramène, qui commence à frapper Tomohiro Ishii. Du coup t'as le reste de la conglomération,
Mark Briscoe et Rocky Romero, il me semble que c'est ça, qui se ramènent et du coup il y a un gros face-off et à la fin c'est la conglomération qui gagne, qui va rester debout et les autres qui vont se faire complètement jeter. Donc gros avantage pour l'instant pour Tomohiro Ishii dans une histoire qui, je dois bien l'avouer, et principalement à cause de Jericho, ne m'intéresse pas tant. Ensuite, on a un moment où Jimmy Hayter se ramène pour dire pourquoi est-ce que mon segment a été skip par celui de Julia Hart. Parce que Julia Hart, elle avait des scènes un peu cryptiques qui se font, et la dernière fois, c'était pour couper Jimmy Hayter. Elle est en mode, je comprends pas, je la connais même pas la meuf. À un moment, si jamais faut faire... Et là, elle se fait couper par un segment de Julia Hart. Encore un segment très cryptique qui nous explique qu'elle est de retour, qu'elle a retrouvé qui elle est, et qu'elle est 100% toujours avec la House of Black. C'est un super clip. Très actuel, ça fonctionne très très bien et du coup on a envie de la revoir revenir. Pour son petit moment en termes de championne, je trouve que ça a très bien fonctionné, c'était le bon moment pour le faire, elle avait le momentum pour, mais vu que là on revoit la House of Black qui remonte un peu dans les échelons, ce serait intéressant de la revoir venir et qu'elle pose des problèmes aux championnes. Elle va sûrement partir contre Mercedes Moné parce qu'elle était championne TBS juste. Et il s'ensuit notre main event, donc Wheeler Yuta contre Orange Cassidy. Comme je vous l'ai dit, les deux n'ont pas que la feud en cours qui est importante pour eux. Il faut savoir que Yuta, il a commencé plus ou moins en étant un élève de Chuck Taylor et d'Orange Cassidy qui était coloc à l'époque. Enfin réellement, ça remonte au tout début de sa carrière. Sa carrière a commencé avec Orange Cassidy. Il a ensuite changé un peu de maître à droite à gauche, ce qui va être intéressant pour la fin de match. Évidemment, Yuta va l'attaquer avant que la sonne cloche et ça va être un peu ça toute la dynamique du match. C'est que d'un côté, tu as Orange qui est plus rusé, qui est plus technique, et de l'autre côté, tu as Yuta qui est plus dur, qui est plus violent et surtout qui est beaucoup moins dans les règles. Et ça va s'illustrer par pas mal de moments dans le match. C'est-à-dire que tout le début du match est complètement dominé par Orange Cassidy qui voit venir tous les coups de Yuta, qui arrive à tout passer. Et pour que Yuta reprenne un minimum l'avantage pendant quelques secondes, ça va être en le faisant tomber la nuque directement contre les barrières. C'est un coup qui avait l'air de faire très très mal. Je sais pas si c'était censé être comme ça, mais vraiment ça avait l'air de faire mal sa race. Il y a un gros moment de coup pour coup, il y a des bons moments comme ça, mais ça va surtout être les moments où genre Yuta mort, qui va vraiment le permettre d'être au-dessus. C'est toujours un peu comme ça, c'est toujours Orange qui domine, Yuta qui la joue sale, qui domine un peu, Orange qui arrive à reprendre le dessus, avec même des techniques qu'il a jamais fait, genre la torsion des doigts qu'il a placée. J'ai jamais l'impression d'avoir déjà vu jouer un peu comme ça. Et c'est intéressant aussi parce que ça veut dire qu'il le fait que depuis qu'il a perdu contre Zack Sabre Jr. Ça peut être intéressant aussi d'aller dig un peu dans ce coin-là. On arrive vers la fin du match où Yuta commence enfin à avoir un gros dessus, du coup il fait une grosse accélération où justement il place des coups qu'il a appris auprès de Moxley, des coups qu'il a appris auprès de Danielson. C'est très intéressant, il place les marteaux de Blackpool, etc. Enfin, tous les trucs qu'on lui a appris tout au long de sa nouvelle carrière et absolument aucun coup qui était là dans sa première époque de face. Et ça, je trouve que ça rend très très bien. C'est très sympa, mais c'est pas assez pour gagner. Là, Wheeler, il en a marre. Du coup, il sort du ring et il va chercher une chaise. Parce que c'est comme ça qu'on lui a appris de régler ses problèmes. Du coup, il monte sur le ring avec une chaise et il se fait prendre de vitesse, roll-up, victoire d'Orange Cassidy. C'est très bien qu'Orange Cassidy gagne avec des roll-up, mais je pense que contre Wheeler Yuta, vu la dynamique du match, il n'en aurait pas eu besoin. Il a montré qu'il était largement au-dessus et j'aurais bien aimé une victoire un peu plus clean face à le membre le plus faible des Death Riders. Ça aurait été quand même un petit peu plus crédible. Contre Pac, j'aurais rien dit par exemple. Vous y attendez sûrement, mais il n'a pas le temps de fêter grand-chose. T'as tout le reste, donc Pac, évidemment, Castellioni, Shafir et Moxley qui se ramènent, qui lui mettent les mains dans les poches, qui l'attachent avec du scotch et qui commencent à le pousser, à le frapper comme ça. Enfin, tout le monde le pousse et Moxley met une grande patate et il tombe. Du coup, il le relève, il le pousse et Moxley met une grande patate et il tombe. Du coup, il le relève. Et à un moment, quand il est trop au sol, qu'ils n'arrivent pas à le relever, ils s'en vont. Et à ce moment-là, la conglomération arrive parce qu'ils ont promis de ne pas intervenir physiquement. Mais bon, si les autres se sont barrés, c'est tout bon. Ils arrivent, ils le détachent et tout. On se dit, mais va y avoir la sécurité, va y avoir le service médical, etc. Sauf que non. Là, il se passe un truc intéressant et la raison pour laquelle il a dit ça est ce qui va être très très important pour Full Gear. Là, Orange se relève, met ses lunettes et lève les poings. Parce que oui, tu peux l'éclater, oui, tu peux le mettre par terre, tu peux t'y mettre en groupe, tu peux pas l'empêcher de se relever. Et c'est ça qu'il voulait prouver ce soir-là. Et on finit sur un visage de Moxley qui est énervé, surpris et effrayé. C'était un excellent Dynamite avec une très très bonne construction pour le Full Gear qui arrive. C'était le thème principal, c'est pour ça qu'on a eu beaucoup plus de off et un peu moins de combat parce qu'il faut préparer toutes les rivalités qui arrivent. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer à Full Gear, mais ça ne m'a pas du tout dérangé parce que c'était bien équilibré. Il y avait quand même de la physicalité, on s'est concentré sur des bons matchs, même s'il y a eu des matchs un peu plus courts qu'à l'accoutumée. Ça nous a montré beaucoup de choses et on veut en voir plus et ça tombe bien, c'est le but d'un épisode de préparation de Full Gear.
En plus, cette fois-ci, il y a eu quand même plus de segments féminins, plus de matchs féminins, on s'intéresse aux 2 ceintures, donc c'est sympa, c'est intéressant et ça, je suis très content. Nous sommes donc à une semaine de plus où j'ai réussi à faire une vidéo. J'espère grandement qu'elle vous a intéressé. Commente si jamais tu as quelque chose à me dire. N'hésite pas à aller voir du coup mon jeu de rôle sur Etsy. Fais attention, il n'y a plus que la fin de cette semaine et la semaine prochaine pour pouvoir avoir les moins 25% avec le code GIDRE. Je le rappelle, tout est dans la description. N'hésite pas à aller voir ce que je fais sur mes autres réseaux. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de projets et tous les projets n'ont pas forcément un rapport les uns avec les autres. J'aime bien vous parler de catch, donc j'ai une chaîne YouTube. J'aime bien parler de ce que j'écris et tout ça, donc j'ai un TikTok, etc., etc. Donc va voir mon Linktree, ce sera beaucoup plus simple pour toi. Si jamais tu veux dire quoi que ce soit, mets-le moi en commentaire, mets-moi un like, abonne-toi, ça me fera très plaisir et j'espère te revoir bientôt sur ma chaîne. Et n'oublie pas de passer une bonne semaine.